Chapitre 8. L'intention derrière l'intention. Quelque chose se tramait. Mao Mao en avait l'intuition, ce qui se confirma lors de son premier jour de repos. Soucieuse de savoir ce qui se passait au quartier des plaisirs, elle s'éclipsa de son dortoir pour une petite visite au palais vert de gris. Tout se déroulait comme décrit dans les lettres, aucun problème particulier n'était à signaler. À son arrivée, en milieu de journée, l'endroit était calme. Une servante passa le balai devant l'entrée pendant qu'une petite canaille jouait avec Mao Mao le chat. « Tache de rousseur !» s'exclama Chou-Yu. Il s'élança vers l'herboriste, le félin dans les bras. L'animal se débattait tant qu'il finit par se libérer de l'emprise du garçon grâce à des coups de patte bien placés dans le ventre. Il s'empressa ensuite de se réfugier derrière son homologue humaine. La petite boule de poil ne l'avait pas oublié. Mao Mao la souleva puis la déposa au-dessus du muret. Le chat ne se fit pas prier et prit aussitôt la fuite. Quelle créature froide et ingrate! L'apothicaire espérait que, plus tard, elle lui rapporterait au moins des herbes médicinales en remerciement. « Pourquoi tu passes jamais nous voir ?» ronchonna Chou-Yu. « Oh, il y a un dessin de Chou-Yu avec Mao Mao. » Mao Mao, le chat, n'a pas l'air très consentante. Hein. Alors ça, par contre, c'est le visage, c'est pas le ventre. Ici. Ah, c'est le visage. Moi, je suis riche, ils sont plus gras. Ouais. Ouais, mangez pas ma nounouille. Nounouille, elle est comme ça. Elle est comme ça. Mon travail me prend tout mon temps, je n'y peux rien. D'un mouvement de la main, l'herboriste arrêta le garnement qui s'apprêtait à se jeter sur elle. Tiens, le garçon avait grandi. À force de jouer dehors tous les jours, sa peau avait également bruni. Ses dents devant avaient poussé, gommant ainsi l'air idiot qui le caractérisait auparavant. Sadzon est là, sans qu'il herboriste. Oui, il est avec le borgne. Kokuyo était donc présent lui aussi. Mao Mao se dirigea vers l'apothicairerie sans manquer de saluer les courtisanes qu'elle reconnaissait en chemin. Des voix lui parvinrent de la boutique. Voilà, le plus important, c'est de l'écraser de façon égale sans laisser de morceaux. La moindre erreur de dosage diminuerait l'efficacité de ton remède. D'accord. Sadzon réduisit en poudre un ingrédient dans un bol selon les instructions de Kokuyo. Les voir travailler avec autant de sérieux était formidable, mais d'un autre côté, la vue des deux compères à l'ouvrage dans sa petite boutique la répugnait. À cause de la chaleur, ils avaient laissé portes et fenêtres grandes ouvertes afin de profiter des courants d'air, laissant la voie libre aux rumeurs. Cette amitié fusionnelle risque de prêter à confusion. Les courtisanes qui passaient par là échangeaient des regards entendus devant la complicité des deux herboristes. Kokuyo semblait plutôt bel homme, tant qu'il dissimulait ses cicatrices, et bien qu'il ait tendance à passer inaperçu, on ne pouvait pas qualifier Sadzon de laidron. Certaines femmes du palais vert de gris nourrissaient une véritable obsession pour l'amour entre hommes. La maison ne proposant pas de service masculin, elles s'amusaient de la proximité du duo. Mao Mao s'avança vers les deux hommes qui ignoraient tout de l'engouement qu'ils suscitaient. « Vous avez l'air de vous en sortir ?» dit-elle. « Oui, on a ça dans le sang !» s'exclama Kokuyo de son ton idiot habituel. « Je n'irai pas jusque-là !» répliqua Sadzon, prêt à exposer ses griefs. « Je suis ravie de voir que vous ne rencontrez aucun problème. »« Tu m'écoutes quand je te parle ?» Il avait pourtant écrit dans ses lettres que tout allait bien. La vieille Grippe-Soul y avait-elle contraint? Mieux valait pour Mao ne pas faire cas de son apprenti. Poser des questions l'encouragerait à se plaindre pendant des heures. Or, Sadzon savait se montrer opiniâtre. Mao Mao balaya l'apothicairerie du regard afin de s'assurer que rien ne manquait, ou, au contraire, que des nouveautés étranges n'avaient pas fait leur apparition dans sa boutique. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en découvrant ce qui s'apparentait à des victuailles sur les étagères. On aurait dit des gâteaux de riz très fins. « Oh, ça, c'est une petite expérience !» Kokuyo en saisit un qu'il saupoudra d'une poudre. Ça permet d'aider la prise de remèdes. On peut aussi les ramollir et glisser la poudre directement à l'intérieur. Ingénieux, commenta Mao Mao. La trouvaille l'impressionnait. Les traitements les plus efficaces s'avéraient les plus amers, et certains malades refusaient de se soigner en invoquant le goût écœurant des préparations. L'apothicaire mélangeait ses concoctions avec du miel avant de les administrer à ses patients,
mais cela restait un produit de luxe que tous ne pouvaient pas se permettre. En évitant le contact avec la langue, toutefois, plus besoin de se préoccuper du goût. Ils ne sont pas difficiles à avaler, s'enquit-elle. Si, bien sûr. Je les déconseille aux enfants et aux personnes âgées à cause du risque d'étouffement. Kokuyo brandit une carafe d'eau pour montrer qu'il avait pensé à tout. J'ai entendu dire que les habitants de l'Ouest procédaient ainsi pour se soigner. Il paraît qu'ils produisent plus de salive que nous. Tu en sais des choses, répondit l'herboriste, admirative. Le jeune homme semblait bête comme ses pieds, mais il était en réalité versé dans l'art de soigner. Où as-tu appris la médecine s'enquit-elle. Ne me dis pas que tu es autodidacte. Ses bases dans le domaine se révélaient des plus solides. Il suffisait de le voir donner ses instructions à Sazan pour le comprendre. Kokuyo éclata de rire. Le médecin qui m'a pris sous son aile venait de l'Ouest. Il avait les cheveux dorés et une pilosité abondante. Il était originaire de Shao, encore plus à l'Ouest, à mon avis. Kokuyo avait piqué l'intérêt de l'herboriste. Tu peux en parler la langue ? Un petit peu, seulement. Et où se trouve cet homme aujourd'hui ? Mao Mao aurait bien aimé s'entretenir avec lui. Oh, il a rendu son dernier souffle il y a un moment, emporté par cette maladie, dit Kokuyo en montrant du doigt ses cicatrices. Navré de l'apprendre. Il n'était pas rare pour les médecins de contracter une maladie et d'en périr. C'était même plutôt courant. Aucune profession n'y était plus exposée qu'eux. Désolé de vous interrompre, dit Sazan, en tapotant l'épaule de Mao Mao. On te demande. Il désigna l'entrée de l'officine où se tenaient la vieille Maquerelle et la Han. La tenancière les conduisit dans une salle réservée aux conversations privées. Les pièces qu'elle mettait à disposition des visiteurs étaient d'autant plus somptueuses qu'ils semblaient fortunés. C'était l'une de ses manies les plus cocasses. Ce jour-là, elle avait préparé des gâteaux exceptionnellement raffinés, rien à voir avec le verre d'eau tiède qu'elle servait au père de la Han lors de ses visites. Au moins pouvait-il s'estimer heureux qu'elle ne le chasse plus avec un balai. « J'ai entendu dire que tu étais de repos aujourd'hui, alors je me suis dit que je te trouverais peut-être ici. Quel hasard !» J'en sais rien, Ridou. Je te laisse faire la recherche. Tu parles d'une coïncidence, je suis certaine que tu t'es renseigné avant de te déplacer, s'agaça Mao Mao. La Han n'agissait jamais sans préparation minutieuse. Oublie les formalités d'usage et va droit au but. Je suis très occupée. Occupée ? Tu fais allusion à tes bavardages de tout à l'heure ? Parce que nos conversations sont plus intéressantes, peut-être ? Je ne te permets pas. Je te rappelle que je suis ton frère aîné et que tu me dois le respect. L'herboriste en avait soupé de ses ambages. Il était temps d'entrer dans le vif du sujet. Je parie que tu es là pour me parler de ce que tu attends vraiment des assistantes médicales. J'admire ta perspicacité. La Han était un homme précautionneux. Il avait de toute évidence mené son enquête sur les origines d'Un et de Yao afin de s'assurer que leur personnalité ne poserait aucun problème. Malgré tout, il avait jugé plus prudent de ne pas leur confier le fond de l'affaire. À propos de l'examen médical de la grande prêtresse, un détail me tracasse. C'est-à-dire ? Imagine qu'elle ne soit pas qui elle prétend être. Tu me suis ? Absolument pas. Cesse tes devinettes et explique-moi où tu veux en venir. L'herboriste s'empara d'un petit pain à la vapeur qu'elle coupa en deux pour découvrir la pâte de haricots rouges sucrés qui s'y logeait. Irritée, elle en avala une moitié avant de poser l'autre sur le plat de la Han. Mao Mao ne raffolait pas des sucreries. Hélas pour elle, la Maquerelle ne se souciait guère de ses goûts. La priorité allait au palais de leur invité. Tu connais les conditions pour être éligible au statut de prêtresse. Seules les jeunes filles dont le cycle menstruel n'a pas encore commencé peuvent être choisies. Certaines femmes ne sont jamais réglées de leur vie. C'était rare, mais loin d'être inédit. Mais si elle avait eu un enfant, l'apothicaire fronça les sourcils. Cela changerait la donne, ne penses-tu pas ? Quand est-ce que ce serait arrivé, s'enquit Mao Mao ? Il fut un temps où la prêtresse, souffrante, quitta la capitale pour recevoir des soins ailleurs. C'était il y a une vingtaine d'années. Pile pendant la période où Dame Aijin la servait en tant qu'apprentie prêtresse. Une apprentie prêtresse. Aijin avait été préparée à lui succéder. Sans la prêtresse actuelle, le rôle lui aurait peut-être été dévolu. Mao Mao tenta de se remémorer à quelle époque l'artiste avait rencontré la jolie femme au teint blanc.
Les albinos ne couraient pas les rues, et la grande prêtresse n'était pas une figure qu'il aurait été donné de voir à un peintre itinérant. Une hypothèse qui devenait plus crédible si le second pilier de Shaou se cachait à la campagne pour garder sa grossesse secrète. Quelles sont les probabilités pour qu'une albinos mette au monde une albinos ? Demanda Lahan. Plus élevées que pour une mère qui n'est pas touchée par cette particularité, j'imagine. Et si le père possédait les mêmes caractéristiques, la naissance d'un enfant au teint pâle devenait presque une certitude. Et même avec un seul parent, les probabilités restaient accrues. Si la prêtresse avait eu un enfant, cette maternité soulevait une myriade de questions. « Tu soupçonnes Pei Nyang Nyang d'être sa fille ?» Un sourire lugubre se dessina sur les lèvres du jeune homme. « Je ne suis sûr de rien, mais ça se tient. La blanche demoiselle se trouve tranquillement dans sa cellule pour le moment, mais refuse de révéler le nom de son donneur d'ordre. Aijin affirme qu'il s'agit de son homologue, Aija. » Tous se montraient d'une infinie prudence en évoquant cette affaire. Autrement dit, Dame Aijin aurait vu l'enfant. Cela expliquerait pourquoi elle s'est tournée vers nous. La blanche demoiselle avait semé le trouble dans un pays étranger. Son existence était un fardeau dont Shaou se serait bien passé. Ses actions faisaient néanmoins peut-être le bonheur d'une minorité. J'aimerais avoir confirmation d'une chose. L'ennemi qui a chassé Dame Aijin de Shaou ne serait-il pas la prêtresse en personne ? Si oui, cela lèverait le voile sur bien des mystères. Aijin prétendait qu'Aija tirait les ficelles, mais peut-être était-ce elle qui, en réalité, contrôlait la blanche demoiselle dans l'ombre. L'une aurait pu se servir de l'autre pour faire tomber la prêtresse, qui l'avait privée du statut qu'elle convoitait. En semant le chaos par l'entremise de Pei Nyang Nyang, elle s'assurait que le second pilier de Shaou reste à sa place quand le jour viendrait où son pays natal demanderait de l'aide à Li. On attendait de Mao Mao qu'elle fasse la lumière sur le lien entre les deux albinos, car une telle information pourrait se révéler un atout capital à l'avenir. Non, je réfléchis trop, se reprit-elle en secouant la tête. Mais dans ce cas, pourquoi lui demander de mener l'enquête ? J'ai décidé de partir du principe que Dame Aijin disait vrai, finit par lancer Lahan. Je ne l'ai pas sentie hostile envers la grande prêtresse et elle soutient vouloir simplement s'assurer qu'elle ne cache rien. En d'autres termes, elle cherche probablement de quoi faire chanter le second pilier de Shaou pour la rallier à sa cause de gré ou de force. D'après elle, Aija aurait laissé Pei Nyang Nyang agir à sa guise dans le but d'ébranler l'autorité de la prêtresse. Tu connais l'adage, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ne prononce pas des mots aussi durs sur un ton aussi doucereux. La politique n'avait rien de simple. Au contraire, elle pouvait se montrer complexe. Aijin, qui avait perdu sur le plan diplomatique, ne reculerait devant rien pour exercer sa vengeance. Pourtant, elle m'a laissé une toute autre impression lors de sa visite l'année dernière. Avec leur tenue assortie, on aurait facilement pris les deux émissaires pour des sœurs jumelles. Qu'avait-il bien pu se passer en l'espace d'un an pour qu'elles se retournent l'une contre l'autre ? Tu ne te rangerais pas du côté de Dame Aijin à cause de ton faible pour les jeunes jolies femmes, par hasard ? Pour qui me prends-tu ? Je te rappelle que je suis ton frère, s'offusqua Lahan. Mao Mao ignora ses protestations. Elle n'avait pas de temps à perdre. En politique, impossible de savoir qui peut passer d'ami à ennemi, et à quel moment. Aijin avait-elle décidé de rejoindre le Rogong en apprenant que le pays de Li détenait Pei Nyang Nyang ? Si elle arrivait à faire de la prêtresse son alliée, regagnera-t-elle Shaou ? Quelle situation inextricable ! Les zones d'ombre se multipliaient. Aijin était un peu trop encline à révéler la vérité concernant la blanche demoiselle à une nation étrangère, et ce, même si son objectif restait de rallier le second pilier de Shaou à sa cause. Ses confidences n'étaient pas dans l'intérêt de sa nation. Elle doit avoir ses raisons. L'apothicaire, très peu versée en politique, en méconnaissait les règles. Même, elle savait que Li ne pourrait exécuter Pei Nyang Nyang à la légère. C'était bien sa seule certitude. Si tu as du mal à voir où je veux en venir, laisse-moi reformuler les choses. Si la blanche demoiselle se révèle être la fille de la grande prêtresse, nous pourrons l'utiliser comme moyen de pression tant qu'elle sera sous notre protection. Elle nous permettra aussi de contrôler Aija, qui a chassé Aijin de son pays. Pei Nyang Nyang était la clé de cette affaire diplomatique. Mao Mao se refrogna. Tu comprends pourquoi je n'ai pas jugé bon de mettre les autres dans la confidence, ajouta Lahan en faisant allusion à Yao et En.
Et tu as préféré me mêler à cette histoire, ce dont je me serais bien passée. » L'herboriste se retenait de ne pas briser les lunettes de cet hypocrite. « Tu n'as pas idée du sang d'encre que je me suis fait à l'idée que tu rates le test que j'avais mis en place. Je craignais de devoir me tourner vers Swiley. Imagine un peu le casse-tête. Employer quelqu'un dont toute trace de l'existence avait été effacée aurait nécessité de lui forger une fausse identité. Ils auraient pu la faire passer pour la fille d'un fonctionnaire quelconque, mais avec le risque que ses véritables origines refassent surface à tout moment. Les circonstances de sa naissance étaient somme toute particulières. Du reste, elle fréquentait autrefois le dispensaire. Tout le monde aurait été surpris de la voir revenir d'entre les morts. Mao Mao s'inquiétait du statut qu'on lui attribuerait à présent qu'elle avait réussi le test de la Han. Elle avait demandé à être traitée comme la fille adoptive de Luomum, ce qui ne devrait pas poser de problème désormais qu'il avait réintégré le rang des médecins de la cour. Qu'en est-il cette fois? Dois-je me rendre à Chaou? La route pour rejoindre la capitale de l'Ouest était bien assez éreintante comme ça. Combien de temps leur avait-il fallu pour faire l'aller-retour? Non, tu n'as pas à te soucier du trajet, rassura Lahan en croquant dans sa moitié de brioche. C'est la grande prêtresse qui fera le déplacement. Pardon? L'apothicaire contint à grand-peine sa colère. Sous le coup de la surprise, le fonctionnaire manqua de s'étouffer et dut même boire quelques gorgées de thé pour aider le petit pain à passer. J'espère que vous avez une bonne raison pour imposer un si long voyage à une femme souffrante, s'emporta l'herboriste. La Han, dont quelques gouttes de thé humectaient encore les lèvres, leva les mains pour lui faire signe de se taire. C'est une décision politique. Chaou accorde autant d'importance à notre nation que Li en accorde à son allié. Il ne pouvait donc pas ne pas envoyer un représentant à l'une de nos plus grandes cérémonies. Quelle cérémonie? Tu n'es pas au courant? Maintenant que Sa Majesté a pris une épouse, le fils né de leur union est son premier héritier. La famille de l'impératrice Gyokyo va donc recevoir un nom officiel. Autrement dit, un clan puissant et apparenté à la famille impériale vient d'apparaître aux portes de Chaou. Tu te doutes bien qu'ils veulent faire bonne figure. Je comprends mieux. Il s'agirait de la première apparition officielle du prince héritier à la cour. Toutes les nations étrangères enverraient une délégation. Jusqu'à présent, les fils de l'empereur ont tous péri en bas âge. Ils n'avaient pas vécu assez longtemps pour avoir droit à leur cérémonie. Le prince héritier demeurait malgré tout très jeune puisqu'il avait moins d'1 an. Quelques enjeux politiques avaient sans doute motivé la décision de tenir cet événement aussitôt. Le voyage est certes long, mais la grande prêtresse va emprunter la voie maritime. Grâce au vent saisonnier, le trajet est plus rapide que par la voie terrestre. Tout de même, s'il lui arrivait quoi que ce soit pendant son séjour à Li, nul doute que le pays hôte en serait tenu pour responsable. Accueillir de hauts responsables étrangers comportait des risques. Les ennemis politiques y voyaient même des occasions à ne pas rater. Un séjour sans accroc permettrait en revanche de renforcer les liens entre les deux alliés. Je sais que tu es réticente, mais nous sommes pieds et poings liés. C'est pourquoi je te le demande en personne. L'apothicaire but silencieusement son thé. Elle ne pouvait plus prétendre être étrangère à cette affaire après tout ce que la Han venait de lui confier. J'en profite pour te dire qu'il s'agit d'une idée de maître Jinchi. Ah, le scélérat! L'insulte faillit franchir les lèvres de la jeune fille. En raison de son rang, le frère de l'empereur ne pouvait pas se permettre d'agir autrement. Si seulement il pouvait un instant se mettre à la place des malheureux dont il perturbait le cours de la vie. Je suppose que je recevrai une prime? J'y veillerai personnellement, déclara la Han en se frappant le torse du poing, pendant qu'un reflet traversait ses lunettes. Mao Mao savait que, si elle pouvait lui faire confiance sur un sujet, c'était bien celui-là.